Le premier jour où je remonte à cheval, il va se passer quelques minutes terribles où je pense que je ne vais jamais réussir. J'avais l'impression qu'on m'attirait comme si j'avais, mais je ne sais pas, 1000 ou 2000 mètres de vide de chaque côté. J'avais la même peur. C'est comme si j'étais au bord d'un précipice. Et je me suis extrêmement contracté. Mais crispé, ça a duré des semaines tellement je m'étais fait mal dans cette région-là. Et au moment où j'ai dit c'est foutu, donc j'ai abandonné le projet. C'était foutu. C'était vraiment l'horreur. Hein. C'était donc tout ce que j'avais fait, ça ne servait à rien. J'ai lâché prise. J'ai dit bon bah venez me chercher. Je me suis détendu, le cheval est parti. Je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage, auteur de livres et de DVD, et je suis parti avec mes chevaux à la rencontre des plus grands cavaliers, entraîneurs et artistes équestres, mais aussi de tous ceux qui peuvent nous aider à évoluer en tant que cavalier et en tant qu'être humain. Ça fait une demi-heure que je suis sur la route avec les chevaux et j'essaye d'emmagasiner un maximum d'images pour que je puisse continuer pour le reste de ma vie à me repasser ces images et à les revivre avec le plus de précision possible et le plus de détails possible, parce que je pense que ce serait vraiment dommage, en essayant d'anticiper tout ce qui va se passer, de ne pas pouvoir dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, me rappeler de ces moments-là et de me rappeler aussi de toute l'excitation que je peux ressentir et tout l'espoir que je peux avoir par rapport au début du projet. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que finalement, à force de s'inquiéter à tout ce qui peut se passer dans le futur, on en oublie souvent de se faire des souvenirs finalement. Si tu le sens sur les 4 pieds, tu vibres un peu, tu pars au trot. À droite. Hein. Tout de suite, ils se mettent un petit peu de tonicité là. Il doit partir sur l'assiette. Hein. Ça c'est mieux. Voilà, maintenant entre ta jambe droite et ta reine gauche, ou ta reine gauche et ta jambe droite. Voilà. Voilà. Et plus bas. La reine droite. Voilà, avec un peu plus d'impulsion. Ce que j'ai voulu surtout dire finalement, et témoigner finalement dans ma petite vie, c'est que l'équitation aura été une voie de développement personnel sur le fond. Et que les chevaux m'ont amené à réfléchir pas simplement sur l'équitation, mais sur comment je me comportais déjà sur cette planète vis-à-vis de notre environnement immédiat.
J'ai voulu commencer le tournage du projet Évolution en rencontrant Bernard Saxé parce que son parcours m'inspire énormément. Pour moi, il est celui qui a réussi à accomplir l'impossible, de se remettre à cheval après un accident lors d'une cascade qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes. Et j'ai pensé que ce serait une source d'inspiration et de motivation pour tous ceux qui, comme moi, veulent aller au bout de leurs rêves et réaliser ce qui est important pour eux. Et ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment il avait fait pour relever ce défi immense qui se plaçait devant lui et où est-ce qu'il avait trouvé la force pour le relever avec autant de succès. Et ce qui m'intéressait d'apprendre avec lui, c'était à développer ma sensibilité pour mon corps, pour mon équilibre, mais aussi pour le corps du cheval et pour l'équilibre du cheval. Parce que je suis convaincu que pour arriver à faire ce qu'il fait avec les chevaux, il a dû développer une sensibilité extrême et il a dû pousser le travail sur son corps et sur le corps du cheval à l'extrême. Et je suis convaincu que si on veut améliorer notre manière de monter autant que notre relation avec les chevaux, c'est indispensable de commencer par là, avec tout le travail et la compréhension de nous-mêmes et des chevaux que ça implique. Quand le cheval n'est pas monté, consciemment ou inconsciemment, il est sur ses 4 jambes. Quand il est monté, il ne peut plus. Et je pense qu'à partir du moment où on lui redonne la possibilité de retrouver ses 4 pieds montés, ça le sécurise. Et à partir de là, la relation montée s'installe sur la confiance. Ce que les cavaliers d'obstacles savent aussi très bien dans leur problématique, tu vois, d'abord et de réception, et en complet d'autant plus. En dressage, finalement, la difficulté, c'est que les sensations ne sont pas aussi violentes et puissantes que dans... Donc c'est beaucoup plus subtil, mais c'est les mêmes préoccupations. C'est vrai que j'ai tendance à résumer l'équitation à lier le mental et les postérieurs. Le posteur est mental, parce que si le mental refuse, le posteur ne fonctionne pas, et vice-versa. Et le moteur, il est quand même dans l'arrière-main. On a tendance à courir, à être dans l'activité, et cette activité qui a des qualités, bien entendu, mais quand elle est en permanence en déséquilibre, quand les rayons articulaires ne peuvent pas s'installer, ils ne peuvent pas se rattacher justement à une cohérence de l'ensemble de la posture du cheval, on bouscule fortement l'animal et qui s'en retrouve très perturbé, physiologiquement et évidemment émotionnellement. Je devais faire un centaure, le mien, je laisse la tête du cheval devant et son corps et je mets le buste du cavalier sur la croupe. Parce que je n'annule pas la personnalité et la volonté du cheval. Alors que dans la représentation mythique, mythologique, on est vraiment, on annule. L'homme a complètement conquis le cheval et quelque part, voilà, presque rendu esclave, entre guillemets. Toute ma démarche est l'inverse. Alors, ce qui m'a énormément marqué dès le début des leçons avec Bernard, c'était l'importance de la répartition du poids du corps du cheval sur ses 4 pieds.
C'est quelque chose dont j'avais déjà conscience, mais qu'on a poussé beaucoup plus loin que ce que je faisais jusqu'ici. Non seulement en voyant comme les exercices peuvent nous amener à mieux répartir le poids du corps du cheval sur ses 4 jambes, mais aussi comme les exercices sont réellement utiles et efficaces uniquement quand le poids du corps du cheval est correctement réparti sur ses 4 jambes. Et justement, à la première leçon, mon étalon Topkapi était très chaud et distrait parce qu'il y avait d'autres étalons dans la prairie juste à côté de la piste. Et ça m'a permis de sentir qu'en continuant à chercher à mieux répartir le poids de son corps, ça me permettait au final d'obtenir de la décontraction, mais aussi que le cheval se connecte beaucoup plus à moi. Voilà, progressivement, augmenter un tout petit peu le pli, voilà, pour l'avoir un peu plus sur l'épaule droite. Relaxer son épaule gauche, la vôtre, détends ton épaule gauche, descends-la en te grandissant légèrement, voilà, de manière à l'avoir dans la hanche, voilà, bien. Voilà, augmente un tout petit peu le pli et cède à droite, voilà, et cède, voilà. Voilà. Et à la fin, attention, voilà, que le cheval reprogresse vers l'avant. Ouais, voilà, que le cheval reprogresse vers l'avant. Voilà. Et ensuite, une fois que tu commences à pouvoir te connecter avec le cheval, eh bien, tu rentres un peu dans l'idée du agrandissement du cercle et rétrécissement du cercle progressivement pour commencer à rendre le cheval attentif aux jambes, à l'assiette, au poids du corps et qui change ses points d'appui, ses bases de sustentation de manière à changer de chaîne musculaire. D'un autre côté, Bernard m'a montré l'importance de la symétrie dans mon propre corps et de la répartition du poids de mon corps, et en voyant à quel point ça a un effet énorme sur l'équilibre de mon cheval. Et il n'est pas seulement question de symétrie et de répartition du poids du corps, mais aussi d'engagement musculaire et de tension positive, aussi bien dans mon corps que dans le corps du cheval, pour éviter que certaines zones faibles, finalement, ne participent pas au mouvement et deviennent encore plus faibles. Voilà, respire bien profondément par le nez, inspire et expire. Voilà. Les deux situations doivent t'aider à t'armer dans l'équilibre, si tu veux, en tout cas dans la stabilité. Les deux phases. L'inspiration te consolide et l'expiration confirme, mais dans une forme de flexibilité, dans une élasticité. C'est-à-dire qu'il faut que tu travaille sur ton espace intérieur, ce que j'appelle moi. Voilà. Que le cheval, parce que c'est la première chose avec laquelle le cheval est connecté en réalité. C'est avec l'intériorité du cavalier, contrairement à ce que l'on croit. Voilà. Voilà. Donc détends bien l'épaule gauche en restant très connecté sur ta respiration. Voilà. Le sacrum est dans le sol, tu es comme moi, tu vois, tu n'as plus de jambes, tu as les postérieurs du cheval. C'est tout ce qui t'intéresse. Voilà. Les postérieurs, et alors après la colonne vertébrale du cheval. Évidemment, avant tout son mental, son émotionnel, bien sûr. Mais l'émotionnel, les postérieurs, l'émotionnel, l'émotionnel, les postérieurs, voilà, toute sa vie. Voilà. Et la colonne vertébrale, et les épaules. Et pour ça, Bernard m'a confirmé l'importance de la visualisation, où on se focalise sur une zone de notre corps ou du corps du cheval, et où on l'imagine devenir plus légère, plus dense ou plus chargée. Tu le prépares bien, tu le préviens à droite. Voilà. Et garde un peu de la flexion gauche. Voilà. 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 Continue à te dire que ta fesse gauche avance dans l'axe, vers l'oreille droite, vers l'oreille droite, vers l'oreille droite. Voilà. Tu tiens la jambe gauche, jambe droite, là. Voilà. Et voilà. Et dès qu'il se contracte trop à gauche, tu reprends l'épaule en dedans. Voilà, tiens, les hanches, elles commencent à arriver. Ah, Eddie, au moment où tu m'as dit d'avancer la hanche gauche vers l'oreille droite, voilà. Il a changé son trot tout de suite. Voilà. Donc ça, faut bien garder cette idée-là. Dis-toi que les postérieurs, entre guillemets, le postérieur interne doit avancer sous la masse et pas simplement s'écarter. Ouais, là oui. Voilà. Et un tout petit peu le trot, un tout petit peu plus vertical, toi, un peu plus sur ces lignes de pied, qui soient, voilà. Et d'un autre côté, Bernard m'a montré l'importance de jouer sur plusieurs tableaux finalement,
en alternant des moments de décontraction et de lenteur où on travaille sur la position de notre corps dans l'espace, avec des moments plus dynamiques où on engage tout le corps du cheval et qu'on construit sur la base de ces moments de lenteur et de précision. Voilà, le côté gauche c'est déjà mieux. Voilà. Qui viennent plus dans la jambe droite calmement, baisse l'épaule droite. Toi, à un moment donné, il ne faut pas qu'il fasse que glisser sur le côté. Ouais. Recommence. Il faudrait qu'il soit un tout petit peu plus rassemblé. Toi aussi, ne vois pas que le mouvement latéral. Vois un tout petit peu plus la ligne posturale. Tu vois, le fait que tu te tiennes. Voilà. 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 Alors attention, voilà. Contrôle bien l'extérieur. Et tout de suite l'intérieur. Ne fais pas que regarder à gauche. Regarde aussi à droite. Voilà. Et jambe droite. Voilà. Voilà. Et attention encore. Voilà. Il y a encore un tout petit peu d'épaule gauche qui nous échappe. Ouais. Et de hanche droite qui manque un peu. Ouais. OK ? Donc il faut que tu repousses encore un tout petit peu l'épaule extérieure. Et c'est ce travail qui nous a permis, lors de la leçon suivante, d'augmenter l'énergie et l'impulsion sans pour autant perdre la décontraction. Super. Voilà, et on ne s'endort pas, on reste vigilant sur la qualité du pli entre voilà, la hanche intérieure là, tac, voilà, tac. Comme si tu agrandissais, toi, tu te grandis, tu baisses l'épaule gauche, tu vas vers la droite avec la hanche gauche, voilà. Voilà. Comme ça le décontracte bien dans son dos. Super. Bien. Ça c'est bien parce que là, le cheval, il s'est bien calé, hein, Ouais. entre hier et aujourd'hui. Voilà, même chose, voilà, toujours cette alternance entre la décontraction mais sans s'endormir et l'impulsion maximum mais sans se crisper. Voilà, c'est toute la difficulté. Voilà, voilà, le cheval qui reste devant, voilà. Bien, là oui. Alors là c'est correct, à l'instant. Voilà. Pour le moment, prends quelques secondes pour justement te détendre avant d'attaquer le travail. C'est-à-dire voilà, de lâcher un peu les tensions, comme tu as fait beaucoup de choses là, à courir dans tous les sens. Te recentrer un peu alors, en te détendant et puis progressivement en prenant conscience de ta respiration tout simplement. Voilà, inspirer et expirer jusqu'à ce qu'il y ait un début d'apaisement, tu vois, et de profondeur et d'apaisement, c'est-à-dire que ta respiration ralentisse d'elle-même sans la forcer, uniquement parce que tu en prends conscience et que celle-ci va se répéter et s'approfondir, surtout si tu relâches les muscles du visage, ainsi que les épaules, les trapèzes, etc. Voilà. Et le jour suivant, Bernard m'a permis de travailler sur le simulateur afin de chercher une décontraction plus profonde tout en maintenant le dynamisme de ma position. Et le but de ce travail était double. D'un côté, être plus disponible dans le mouvement grâce à un corps plus délié, mais aussi éviter de contrarier le cheval et de lui envoyer des signaux contradictoires à cause d'une posture incorrecte. Et donc l'objectif, petit à petit, c'est évidemment d'avoir un renforcement suffisant pour non pas être figé, mais stabiliser son fonctionnement entre les abdominaux et le dos, de manière à ce que la colonne vertébrale agisse plutôt comme un piston, si tu veux, de haut en bas, mais non pas justement en lâchant des régions, type cervical, etc., où là, non seulement tu crées éventuellement des gestes qui ne sont pas très positifs pour le squelette, mais qu'en plus
ça perturbe la stabilité et les informations que reçoit le cheval de ton assiette. Donc cette fixité, elle doit être travaillée petit à petit. Il faut que ce soit quand même, dans le temps, un home sweet home. Alors qu'au départ, c'est une contrainte. Mais c'est là où il faut faire attention dans ce que l'on appelle les zones de confort. Parce que il faut aussi aller dans les zones où on n'est pas en confort pour trouver du confort. Là, c'est mieux, non? Oui. Je sens que dès que j'ai obligé ceci à moins compenser, mon bassin s'est vachement plus relâché. Voilà. Et la décontraction et la justesse de ma position m'ont permis, à la leçon suivante, de commencer à combiner la décontraction de Topkapi, son impulsion et le contrôle de ses appuis à l'intérieur des transitions montantes et descendantes. Voilà, donc venir sur l'épaule en dedans sur le cercle. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Bien se mettre en place. D'abord bien le mettre au-dessus, tu vois, de l'équilibre interne. Avance un petit peu l'épaule externe. Voilà, mets-le un peu plus dans la hanche gauche progressivement. Voilà, ici comme ça, voilà. Et là, voilà, à un moment un peu plus ascensionnel, la jambe droite un peu en place, la jambe gauche, voilà, comme ça, tu vois, plus dans le rebond, tu vois, voilà. À ce moment-là, bien le placer, il va vers l'épaule droite, départ au galop. Avec la fesse gauche. Voilà. Alors ça c'est très bien ça. Voilà. Voilà. Et la transition au trot, le cheval devant toi dans le galop, tu reprends la même position, sauf que c'est l'inverse. Tu préconises, tu favorises les aides un peu de retenue, tout simplement. Très bien. Très bien. Et à la dernière leçon, on a remis toutes ces notions ensemble pour aborder un rassemblé plus avancé en le construisant sur les bases qu'on avait posées durant les leçons précédentes. Entre le reculé et le piaffé, reste les mains quand même là. D'accord. Et quand tu veux qu'ils partent, alors avance tes mains. D'accord, ok. Voilà. Le reculé, voilà. Voilà. Le piaf, le ventre dans les mains, jambes. Voilà. Ventre dans les mains, tiens ton dos un peu. Voilà. Et avance les mains, départ. Voilà. Là, on a la de gamme. Bien. Garde le garrot. Descends tes jambes. Voilà. Voilà. Ah, tiens ton dos juste avant d'être dans la selle. Très légèrement. Voilà. Oui. Tu vois ce que ça nous apporte? Ça fait... Voilà. Ce qui est impressionnant, c'est de voir le niveau de précision que demande Bernard parfois sur des exercices très basiques et la conscience de notre corps et du corps du cheval qu'il demande au cavalier de développer. Et finalement, je pense que derrière ce niveau d'exigence et de précision, il y a pour chaque cavalier et chaque cheval un moyen de créer un chemin qui nous permette d'être plus centrés et plus en équilibre, aussi bien mentalement que physiquement. Voilà, j'espère que ces extraits de leçons vous ont plu. Si vous voulez voir l'entièreté des leçons, je vous invite à vous rendre sur le site internet du projet, où en échange de votre soutien qui va permettre de financer le tournage des prochains épisodes et au projet de continuer à exister, vous aurez accès non seulement à l'entièreté des leçons, mais aussi à des vidéos bonus, comme par exemple des vidéos où je vais vous proposer des exercices à réaliser avec votre cheval. Et moi, je vous retrouve juste après l'interview pour vous poser quelques questions et vous proposer de participer à l'aventure. Il y a un peu plus de 3 ans, Edo est tombé en prairie et s'est déchiré un fléchisseur. On l'a soigné pendant des mois et l'année suivante, il est retombé en prairie, il s'est redéchiré un fléchisseur. Puis il a développé toute une série de pathologies en réaction à cette blessure. Et quelques mois avant de partir sur le projet, il s'était vraiment bien remis. Et donc évidemment, j'ai beaucoup hésité à voir si je l'emmenais avec moi. Si peu de temps après la fin de sa convalescence, j'ai fait appel à énormément d'avis, que ce soit des vétérinaires, des praticiens en shiatsu et même en communication intuitive. Et comme c'est un cheval que j'ai récupéré parce que sa propriétaire avait eu un grave accident avec lui,
Il m'a fallu énormément de temps et de mettre énormément d'attention sur notre relation pour être en sécurité avec lui. Et c'est justement parce qu'on avait une relation aussi intense que j'ai pris la décision de malgré tout l'emmener avec moi. Et dès la première séance de travail chez Bernard, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez le cheval. Alors je ne sais pas si c'est le voyage ou si son corps est vraiment fragilisé maintenant à cause des blessures à répétition ou si on a manqué quelque chose. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de le mettre au repos complet pour laisser à son corps la possibilité de vraiment se remettre. Alors évidemment, je vous tiendrai au courant de son évolution et en attendant, on va croiser les doigts pour qu'il se remette totalement et qu'on puisse continuer à avancer ensemble. Bernard, je voulais commencer par te remercier d'abord. Te remercier non seulement d'avoir accepté de participer au projet sans la moindre hésitation, parce que dès que je t'ai contacté, tu m'as tout de suite dit oui et ça m'a vraiment beaucoup touché. Te remercier aussi pour les leçons, parce que j'ai vraiment appris énormément de choses super intéressantes et c'était vraiment ce que j'attendais. Mais je voulais aussi te remercier pour l'inspiration que tu transmets aux gens à travers ton parcours. Parce que, et la détermination dont tu as fait preuve dans ton parcours, parce que je pense que le monde a vraiment besoin de plus de gens qui peuvent transmettre cette inspiration-là, et donc je voulais te remercier pour ça aussi, et puis te remercier aussi, tant que j'y suis, pour la transmission de ce que tu sais aux autres cavaliers, le respect du cheval et l'amour du cheval qui se sent dans chacune de tes paroles. Donc pour tout ça, avant de commencer, je voulais te remercier. Et ma première question, c'était savoir par quelles étapes tu es passé en te réveillant après ton accident, entre le moment où tu t'es réveillé de ton accident et le moment où tu t'es remis à cheval, savoir les grandes étapes par lesquelles tu es passé et si tu peux te détailler un tout petit peu le processus par lequel tu es passé, les émotions aussi par lesquelles tu es passé, parce que je pense que ça va... Beaucoup de gens vont pouvoir se retrouver, pas forcément dans ce que toi tu as vécu, mais dans l'inspiration que ça va leur donner face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, de voir que toi tu as réussi ce qui a priori était impossible et que tu as réussi à t'accrocher pour aller jusqu'au bout. Alors, je commence aussi par te remercier aussi. Donc, j'ai eu beaucoup d'enthousiasme pour participer à ce projet parce que tu l'inscris tu lui donnes un sens entre justement un sens auquel je crois depuis très longtemps, c'est-à-dire de la voix du cheval pour la conscience et l'augmentation de la conscience, l'élévation de la conscience humaine. Et donc ça, là-dessus, on se rejoint. Alors, en ce qui concerne l'accident, en tout cas juste après, là, je suis déjà un petit peu comment dirais-je, borderline, si on peut dire. Parce que très vite, j'ai eu une réaction extrêmement, comment dirais-je, j'ai fait face tout de suite. Ouais. Alors, pourquoi ? D'abord, il y a eu, juste au moment où j'ai eu l'accident lui-même et où j'ai été transporté du lieu, comme on voit dans le film, un peu en équilibre, à l'hôpital, j'étais tout seul, et je suis resté 2 ou 3 heures dans une pièce tout seul. Parce qu'il y avait d'autres cas, ce jour-là, ce fameux 4 août, 2 autres cas qui étaient a priori plus réparables que moi. D'accord. Et j'ai été étrangement calme. J'avais compris tout de suite ce que j'avais. Et j'ai d'abord pris le parti de rester vraiment calme. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais ça s'est passé comme ça. Et ensuite, évidemment, les membres de ma famille sont arrivés petit à petit, parce que c'était en Suisse, c'était à Genève, et à commencer par mon épouse Agnès, sans qui aussi, je peux remercier aussi mon épouse pour tout ce qu'on a vécu ensemble depuis le début, et depuis, évidemment, bien antérieurement à tout cela, et qui fait entièrement partie de ma vie, et donc je lui dédie beaucoup de choses. Et si tu veux, le paradoxe, c'est que mon frère est arrivé un jour ou 2 après, ou le lendemain, avec les cantates de Bach,
Et ces fameuses cantates de Bach, j'en parle dans mon livre, je les ai mises donc, sur mes oreilles, ou plus exactement, je suis rentré dans ces fameuses cantates de Bach, à l'intérieur des cantates de Bach, et le premier message que j'ai reçu, c'est un message d'entièreté. Je me suis rendu compte que je n'étais absolument pas handicapé dans l'essence, pour moi, essentielle, qui était éventuellement de recevoir la musique. Parce que finalement, tout y est. Ouais. Tu vois, le son, les émotions, etc. Et ça m'a donné un drôle de... C'est assez étrange, j'avoue. Bon, c'est vrai que j'ai une relation particulière à la musique, c'est quelque chose que j'adore. Je ne pourrais pas vivre sans, mais je dois dire que ça a été le premier élément positif et fondateur de cette période, ce moment très court après l'accident. Ouais. Et puis ensuite, je suis tombé sur un psychiatre en fauteuil roulant, très rapidement, après, dans les 3 jours, et qui m'a demandé comment j'allais faire, et je lui ai dit, je ferai comme vous, je ferai Tarzan, je vais me démerder. Et je lui ai dit, je pense que j'ai ce qu'il faut en moi pour faire face. Je l'ai senti très vite, et j'ai écrit quelque chose, un petit texte, qui a été, que je clique quelque part, et que j'avais donné déjà à je crois, un journal suisse, que j'avais retrouvé le papier. Et finalement, je faisais allusion à l'enracinement de l'arbre et à ses ramifications. Ouais. Et je m'identifiais à l'arbre en disant, d'abord que je trouverais de la mobilité en étant plus immobile que ma paralysie. Alors ça, c'est parce que j'avais une antériorité dans ma vision des choses. Et donc, ce que j'ai voulu dire, c'est que je me suis dit que à travers la méditation et l'introspection, de toute façon, ça pouvait être que la voix, la seule, j'allais y trouver peut-être une réponse. Évidemment, je ne savais pas, c'était des questions que je posais, mais par contre, j'en avais la conviction. Ouais. Et effectivement, ça s'est révélé en partie vrai, quoi, efficace. Bon, voilà. Et quelles ont été les grandes étapes du travail sur ton corps que tu as fait à ce moment-là pour pouvoir... Parce que si je me souviens bien de ce que je t'avais entendu déjà dire, à la base, tu avais perdu de la mobilité jusqu'au beaucoup plus haut dans ton corps, et tu as retrouvé énormément de mobilité par le travail que tu as fait. La sanction est très sévère, elle est à la hauteur de la 10e thoracique, et elle est suffisamment... Elle est assez, comment dirais-je, sadique, parce que elle n'est pas assez, comment dirais-je, elle est trop basse pour que ce soit encore possible, elle est trop haute pour que ce soit possible dans des conditions un peu plus simples que celles que j'ai rencontrées. Parce que dans mon parcours handisport, j'ai rencontré d'autres paraplégiques, mais qui étaient quand même plus bas. Ouais. Moi, j'étais quand même un des plus hauts, hein, et pourtant j'ai toujours eu une attitude, on m'a presque, à Atlanta avec José Le Tartre, on nous a reproché de ne pas faire assez handicapé. Donc vraiment, tu vois. Donc, pour dire l'image qu'on renvoyait et dans la position. Alors que déjà à l'époque, j'étais pas du tout évidemment dans le recrutement musculaire d'aujourd'hui, parce qu'on est en 96 à Atlanta, alors que j'ai eu l'accident en 94. Bon, ça on y reviendra peut-être après. Mais donc les grandes étapes ensuite, elles ont été les suivantes. J'ai été hospitalisé donc quelques semaines à Genève. Ensuite, j'ai été transféré à Garches. Et ensuite, je me suis retrouvé à Menucourt. À Menucourt dans le 95. Menucourt, pour moi, c'est l'organisation. Je prends mes repères. J'ai un espace proche de la nature. J'ai absolument besoin de l'herbe et des arbres. Ouais. C'est fondamental. J'ai besoin de la terre. Comme symbole de... Je peux pas être dans l'urbain. Ouais. C'est pas possible. J'ai besoin d'être dans un environnement de campagne. Ouais. Ça, c'est vital. Et sur le fond, j'attaque la rééducation avec toute une équipe absolument formidable et dont j'ai encore des contacts, bien sûr, avec Sabine, etc. Bref. Et je rencontre quand même ce maître indien que j'aurais dû rencontrer par l'intermédiaire d'une de mes sœurs, qui est ma sœur aînée, qui est acupunctrice, une des premières d'ailleurs en France, et qui, je le rencontre hélas accidenté. Ouais.
Mais par contre, là, je vais faire une rencontre formidable parce qu'il va me soutenir hebdomadairement et nous allons travailler il va me guider dans une forme de méditation parce qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas un spécialiste, pas du tout, mais par contre, je fais les choses. Ouais. À quoi est-ce que tu attribues la réussite de cet objectif ultime, on va dire, de se remettre à cheval? Est-ce que tu peux isoler quelques petites choses qui pour toi ont été vraiment les fondements de ça? Et je te pose la question parce que j'ai envie de l'élargir après ça, à te demander qu'est-ce qui pour toi sont les facteurs de la réussite quand quelqu'un a un objectif comme ça a priori impossible, et qu'est-ce qui fait finalement la différence entre celui qui va aller au bout de ses rêves ou de ses objectifs et puis celui qui va pas forcément y arriver? Alors c'est certainement lié au départ à une confiance en soi sur le fond, et peut-être aussi, en ce qui me concerne, une expérience un peu particulière, puisque pour l'équitation, Ouais. en tout cas pour le rapport aux chevaux, même si ça a été très dur, mais je fais une parenthèse, je reviens à ta question. Avant mon accident, pendant des années, je travaillais donc sur la relation entre le yoga et l'équitation, Ouais. et je me suis amusé, je ne sais pas pourquoi, à vérifier le travail de mes chevaux en mettant les deux jambes sur les quartiers de la selle. Donc finalement en cul-de-jatte, Ouais. pour voir si sur l'équilibre et l'assiette, des chevaux que j'avais mis normalement, avec des jambes, des mises à l'éperon, etc. Et je vérifiais comme ça, des épaulements, des têtes au mur, des variations, des transitions, voire même du doux passage, tu vois. Ouais. Donc, et je me souviens quelques temps avant, je disais à Agnès, j'avais un cheval qui s'appelait Infante, et je disais à Agnès, avec lui, là, je commence à faire des appuyés plus que par le souffle. Ouais. Tu vois. Donc j'étais déjà là-dedans. Ouais. Alors, cette espèce d'équitation où j'essayais de monter au maximum dans l'alignement et en équilibre avec un minimum de muscles, en tout cas les muscles nécessaires à l'équitation, mais pas en tout cas des muscles tu vois ce que je veux dire, pas dans les bras, ni voilà. Monter, être capable de monter dans la modulation, mais après chercher l'équilibre et la relaxation dans les aides. Ça m'a donné, si tu veux, ensuite, lorsque j'ai... Le projet de remonter à cheval, il a été consolidé grâce à l'inventeur du simulateur. Parce que quand je sors de l'hôpital, en gros, je fais août-décembre à l'hôpital, et je me retrouve avec le cheval mécanique en février. D'accord, ouais. Ou mars-février, que je mets dans mon garage, là-bas, dans mon ancienne installation. Et en mars, je remonte à cheval. Et en mai, je gagne mon premier championnat de France en e-sport. Tu vois ? Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai eu l'impression, comme un bon cavalier d'obstacles, d'avoir un mur qui se dresse et non pas la terre qui s'ouvre en deux. Ouais, d'accord, je comprends. J'ai vu un obstacle, j'ai pas vu un effondrement. Ouais, ok. Et je me suis dit, si je peux pas le sauter, si je peux mettre un grappin, le truc, c'est de passer ce mur. Voilà. Bien entendu, je suis absolument comme tout le monde, avec peut-être un tempérament quand même un peu dur pour pouvoir tenir un peu plus facilement que certains, mais j'ai des hauts et des bas. Donc c'est évident. Mais en même temps, je sais que les fluctuations peuvent être liées à des états presque biologiques, entre guillemets. Moi, j'appelle ça la biochimie. Oui, tout à fait. Et je le sais, donc j'agis en conséquence. Si je suis trop fatigué, tu commences à penser mal. Donc voilà. Donc si je pense mal, c'est peut-être pas parce que je pense mal, mais parce que je suis fatigué. Donc je raisonne un peu comme ça. J'ai une approche un peu physiologique aussi de mon état. Ça revient finalement au fait
comme le disent les sophrologues ou tous les spécialistes du corps humain ou du bien-être au sens large, à se connaître suffisamment que pour déceler les signes et se comprendre assez pour savoir, ok, je suis négatif parce que je suis fatigué, et c'est pas parce que la vie est horrible, c'est juste parce que je suis en manque de sommeil. C'est absolument ça. Et bien entendu, j'ai des talons d'Achille liés à l'handicap qui peuvent t'affaiblir. Donc ça, il faut s'en méfier, il faut le savoir. Donc il faut vraiment... Mais parfois, j'ai été fauché durement en plein essor et en plein équilibre au niveau, tu vois, de mes paramètres. Voilà, pour des raisons, parce que les paraplégiques sont vraiment très, 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 comment dirais-je, victimes d'infections urinaires. Et les infections urinaires, c'est très, très fatigant. Et donc, je suis vraiment sujet à ça très souvent. Et bon, bah là, faut du mort, parce que j'ai déjà été abattu par ça. Et tu te dis, merde, quoi, j'ai tout construit, ça recommence. Donc, dévaler les pentes, ça m'arrive régulièrement. Et du coup, si tu dois mettre en évidence les facteurs déterminants, effectivement, ce serait pour toi, c'est cette capacité à justement pas voir le sol qui s'effondre et à voir ça comme un obstacle que, avec l'acharnement, tu finiras par franchir, et le fait de te connaître assez pour savoir comment réagir quand tu es sur une pente descendante. Voilà, alors c'est vrai que j'avais la chance, entre guillemets, de déjà me connaître un peu avant, et que j'ai vraiment essayé de changer des choses chez moi entre moi, je vais avoir 55 ans, j'ai vraiment j'ai essayé de modifier, d'évoluer et de devenir autre, c'est-à-dire dans la vie, il y a des moteurs qui te font marcher dans un premier temps de ta vie. Dans un deuxième temps, c'est d'autres moteurs. C'est un peu comme la fusée qui décolle, et après, quand elle est en dehors de l'atmosphère, elle fonctionne autrement. Bah là, c'est un peu pareil. Tu ne peux pas faire fonctionner les mêmes moteurs tout le temps. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tu finis par faire fonctionner les moteurs que tu connais moins. Donc les phases que tu connais moins de toi. Et si il faut accepter donc de déconstruire des choses avec lesquelles tu as fonctionné, et pour les appréhender autrement. Et là, tu te libères sur le fond. Donc ça, c'est vraiment une expérience. Ça, c'est universel. C'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est vraiment de ce point de vue-là, c'est du témoignage. Moi, je ne donne de leçons à personne. Je suis dans le témoignage. Chacun fait comme il peut, avec ce qu'il a, etc. Simplement, juste de dire que oui, bien sûr, je suis toujours dans mon fauteuil roulant, bien sûr, je ne marche pas, mais qu'est-ce que je suis mieux dans mon handicap, si tu veux, que j'ai pris de la force, de l'équilibre, etc. Donc, à l'intérieur de l'handicap, il est beaucoup plus ergonomique, si j'ai envie de dire, tu vois. Et, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les gens qui ont des difficultés. Alors, évidemment, pour ceux qui n'en ont pas, mais qui ont juste des problèmes existentiels ou des doutes sur eux-mêmes, etc., bon, ils sont exposés aux mêmes difficultés. C'est ça, c'est être le mieux possible avec toi-même à l'intérieur des conditions extérieures que tu ne maîtrises pas et qui sont différentes d'une personne à l'autre. Exactement. Alors je voudrais passer maintenant à un sujet un peu différent, mais que je trouve super important aussi, parce que une autre chose qui décourage énormément les cavaliers, c'est souvent la peur de faire des erreurs. Mais c'est aussi, parce que j'essaye à chaque fois d'agrandir le propos, on va dire, pour toucher aussi des gens qui ne sont pas forcément des cavaliers et dans la vie de tous les jours. Et la peur de faire des erreurs, elle peut arrêter aussi des gens qui ont un objectif ou un rêve qu'ils veulent réaliser, et puis que finalement ça les empêche d'avancer de peur de faire un pas de travers. Et pourtant, je suis convaincu que faire des erreurs, c'est nécessaire à l'apprentissage et que c'est une étape qui est importante dans l'apprentissage. Et du coup, j'avais envie de te demander, quelle est l'erreur qui, à ton sens, t'a le plus appris ? Alors, l'erreur qui m'a le plus appris, ce serait de... Alors, la question est complexe. De ne pas être dans le bon état pour aborder les choses. Voilà, ça c'est la plus grosse erreur. Aborder les choses sans se donner la possibilité ou d'identifier qu'on n'est pas dans l'état pour le faire. Il y a un problème qui nous fait faire ce genre de bêtises, c'est qu'on n'a pas identifié
notre niveau réel. Et on a tendance à faire des choses qui sont qui sont trop difficiles. On n'est pas assez haut niveau. Ouais. Donc, il y a une frustration parce qu'il n'y a pas d'aisance, on sent pas le truc, mais parce que je pense que on s'est surestimé. Ouais, ok. Je vois ça comme ça. Ouais. Et que c'est pas une question de... Alors là, il ne s'agit pas de revoir tout à la baisse, mais c'est au contraire, savoir redescendre pour mieux se grandir. Et là, il faut avoir du courage parce que il faut faire une sorte d'inventaire froid. Ouais. Hein, c'est-à-dire se dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Reprendre le boulot. Peut-être refaire des fondamentaux, des bases qu'on a. Et contrairement à ce que l'on croit, souvent, on pourrait se dire « Oh non, j'ai tel âge, je suis au pied du mur, j'ai l'impression que c'est l'Himalaya. » Mais là où on ne se rend pas compte, c'est que si on fait vraiment le job, il peut y avoir une évolution qui n'est pas forcément scolaire. C'est-à-dire que tu vas retomber dans un niveau un peu scolaire au départ, mais tout d'un coup... Ça va permettre oui, de parce qu'il y a quand même d'autres expériences. Si tu veux. C'est pas le corps, le cerveau et le corps... C'est pas simplement de ce point de vue-là un ordinateur. Tu vois. À un moment donné, il y a aussi des choses qui se passent, qui nous dépassent. D'ailleurs, il y a des assimilations et que voilà. Donc, on progresse en dents de scie. Et heureusement, parfois, on a des réponses gratifiantes qui nous, justement... Et évidemment, on redescend. Enfin, voilà, c'est très sinuosidal. Et finalement, on repart jamais à zéro, quoi. Mais derrière ce que tu dis, il y a un peu cette idée-là. Et puis, quand tu repars à zéro, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau zéro, mais c'est pas zéro. C'est pas parce zéro. que tu emmènes avec toi, mine de rien, l'expérience que tu as fait avant, même si elle était mauvaise. Exactement. Et je peux vraiment me permettre de le dire parce que je pense l'avoir fait vraiment au moins 4 fois dans ma vie, de me remettre en question en équitation, c'est-à-dire d'être à un stade et de dire ok, je recommence. Vraiment, je l'ai fait. Et à l'inverse, du coup, pour ceux qui se sous-estiment, parce que là tu parlais de ceux qui se surestiment, et finalement avec des caractères forts comme nous, c'est difficile, je trouve, d'aider quelqu'un qui se sous-estime très fort. Oui, tout à fait. Et j'ai eu l'occasion, évidemment, en équitation, de rencontrer plein de cas, et donc les deux dont on parle, mais aussi paradoxalement, même si c'est pas du tout mon métier, il m'est arrivé en musique d'aider aussi des gens ou même des gamines qui passaient des examens, etc., pour être reçus dans des écoles de musique, et où je travaillais beaucoup là-dessus, parce que moi je mélange toujours, c'est le même état en fait. Ouais. Et donc c'est vraiment pareil, donner à la personne de la méthode, un peu où on décortique, qu'on ait le temps de trouver du confort et de l'ergonomie, répéter, cultiver le plaisir dans la réussite, qui est donc déjà dépassé, parce qu'on reste pas scotché sur j'y arrive pas, on est déjà dans j'y arrive. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, si on fait le boulot, parce qu'il faut travailler, voilà, faut quand même travailler. L'état, la technique. Ouais. L'état, la technique. Ouais. Mais la technique, il faut la travailler. Ouais. Mais on n'est pas obligé d'être dans un rapport à la technique acharné. Alors, on peut progresser de manière un peu plus fluide, plus flexible, et se rendre compte que voilà, il y a un vrai progrès qui s'installe au fur et à mesure des mois et des années. Ouais. Mais je pense que la clé dans ce que tu viens de dire, tu me dis si j'ai bien compris, c'est vraiment cette idée pour quelqu'un qui manque de confiance en lui de se fixer des tout petits objectifs, comme souvent les coachs disent exactement la même chose, de revenir vraiment à des choses qu'on maîtrise, dans lesquelles on prend vraiment du plaisir, et de répéter jusqu'au moment où on arrive à un niveau de maîtrise qui fait que la suite devient évidente. Quoi. Exactement. Exactement. Okay. Je crois que alors c'est vraiment un principe d'apprentissage et finalement dans l'existence. Ouais. Hein. C'est vraiment, on est au-delà de l'équitation. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que tu es très à la recherche d'une connexion, que le dressage te permet de créer une connexion avec le corps du cheval et avec son esprit. Oui. Que c'est vraiment la chose que tu cherches, parce que quand tu me parles de travail à pied et tout ça, on sent vraiment... Tu parles beaucoup du centaure
avec ta propre image du centaure où tu dis que la tête du cheval est quand même présente. Ouais. Et j'avais la sensation que c'était vraiment quelque chose qui était l'essentiel pour toi de tout, derrière la technique et tout ça, qu'il y avait vraiment une recherche d'une connexion physique et mentale très très forte avec cet animal qui te fascine. Oui, mais c'est aussi le témoignage de ce qu'on devrait peut-être être avec l'ensemble des habitants de la planète. Ouais, et tu vois, donc sans rentrer, tu vois, dans un délire extrême, on a largement abusé, on a fait beaucoup de bêtises, déjà entre nous, les hommes, et particulièrement avec les animaux. Et moi, je suis hyper sensible à ça, quoi. Donc voilà, je suis très très fier de le dire, tu vois, que j'assume complètement cette image de cavalier un peu sensible, peut-être un peu trop pour certains, mais j'en ai strictement rien à faire, puisque c'est plus compliqué d'essayer de trouver des solutions dans la diplomatie que de se taper dessus, etc. Ça, tout le monde peut le faire. Donc, il faut un peu réfléchir, c'est un peu autre chose, c'est d'autres énergies. C'est beau comme image, cette idée que les chevaux sont finalement une éloge de la sensibilité, quoi. Ils te récompensent d'accepter cette part de sensibilité. Exactement. En toi, quoi. J'ai l'impression que les chevaux, si tu vas au bout des choses, t'amènent sur la même voie, en tout cas te la font rencontrer, que cette voie justement un peu de la sagesse et du respect et de l'environnement, parce que pour communiquer avec un cheval, tu es obligé d'élever ton niveau de conscience comme justement avec les mêmes états qui sont issus de cette l'idée de pacifier en fait ce que l'on est nous-mêmes, tu vois, de s'auto-pacifier. Parce que comme ce sont des fuyants, si on est dans nos comportements sans les adapter, ça ne peut pas matcher. Parce qu'eux, ils réagissent en proie et nous, on est prédateurs. Donc, pour arriver à des résultats d'harmonie dont on parle, monter à pied ou en liberté, eh bien, il nous oblige à élever notre niveau de conscience et à faire marcher des moteurs chez nous qui ne sont pas du tout des moteurs agressifs. Donc, la voix du cheval, comme il y a la voix de l'aïkido ou du bokken ou de l'art du florissement japonais, eh bien, la voix du cheval est un sentier d'élévation de la conscience humaine. Complètement. C'est vraiment l'idée qu'il y a derrière le projet de ce que les chevaux nous obligent à devenir et à nous améliorer en tant qu'humains. Ça nous fait vraiment réagir sur nous et on se rend compte qu'on est obligé d'être avoir des intentions, être conscient de son état, de pas polluer, de mettre quelque chose, tu vois, d'espèce de truc autour de tout ça, une espèce de bulle incroyable de connexion. Et finalement, ce dialogue interespèce, non-verbal, à base de signaux, d'énergie, de vitalité. Alors c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que le contact des chevaux, de toute façon, te met dans la vitalité. Il y a cette espèce d'animalité, il pleut pas, on est déprimé, tac, toi, t'as l'énergie. Et alors, moi, ça me fait penser en musique à des gens comme Mozart, où c'est tout le temps, même s'ils parlent de choses extrêmement, parfois, nostalgiques ou tristes, mais c'est fait avec une énergie. Il y a cette énergie, cette vitalité. Voilà, ça c'est énorme aussi. J'ai sélectionné 3 questions que la communauté qui s'est créée autour du projet a laissées sur les réseaux sociaux pour toi, et je crois que c'était des questions qui pouvaient être intéressantes pour la majorité des gens. Alors c'est Coralie Violier sur YouTube qui demande en quoi notre état intérieur influence le cheval. Notre état intérieur nous influence nous-mêmes, donc il influence le cheval et il influencera tes rapports avec les autres. Et de toute manière, la personne qui prend le temps de se détendre jusqu'au lâcher-prise va se rendre compte que le cheval le perçoit. Et donc, il va y avoir c'est une autre façon de voir les choses. Au lieu d'être dans la maîtrise du contrôle absolu, on va lâcher la vague. C'est-à-dire qu'on va lâcher le cheval sous soi et on va surfer un peu
sur cette vague et petit à petit on va apprendre à l'organiser. Ça c'est quelque chose auquel j'ai envie d'enseigner vraiment aux gens, de monter sur les chevaux sans rien leur demander pour s'immerger et progressivement qui rentrent dans le système. Voilà. Et je trouvais que c'était une belle question et une belle réponse aussi, parce que c'est là où de nouveau les chevaux t'enseignent que ton état influence l'entièreté du monde qui est autour de toi. Au lieu de voir le monde qui t'agresse, c'est au final toi qui crée le monde dans lequel tu vis en fonction de ton état intérieur. Alors, c'est une question de Sophie Serderidis sur Facebook qui demande, ça aussi je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante, suite à une grosse chute de cheval, j'ai été confronté au moment de remonter à cheval à un conflit entre ma tête qui désirait ardemment remonter et la mémoire de mon corps par rapport à la douleur. Et elle demande comment fait-on pour lutter contre son inconscient lorsqu'on doit se relever, entre parenthèses remonter, après un tel accident. De toute façon, on retombe encore sur la même idée, c'est-à-dire l'idée entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que c'est dans le lâcher-prise, à ce moment-là, que la décision, elle va se prendre pratiquement presque au-delà de nous-mêmes. C'est-à-dire que le premier jour où je remonte à cheval, il va se passer quelques minutes terribles où je pense que je ne vais jamais réussir. J'avais l'impression qu'on m'attirait comme si j'avais, mais je ne sais pas, 1000 ou 2000 mètres de vide de chaque côté. J'avais la même peur. C'est comme si j'étais au bord d'un précipice. Et je me suis extrêmement contracté, mais crispé. Ça a duré des semaines tellement je m'étais fait mal dans cette région-là. Et au moment où j'ai dit c'est foutu, donc j'ai abandonné le projet, c'était foutu, c'était vraiment l'horreur. Hein. C'était donc tout ce que j'avais fait, ça ne servait à rien. J'ai lâché prise, j'ai dit bon bah venez me chercher. Je me suis détendu, le cheval est parti. Et c'est là qu'après c'est arrivé le reste. Donc toi, cet état à ce moment-là, il est tellement personnel. Il ne faut pas se forcer. La seule justification un peu plus en ce qui me concerne, c'est que j'étais un professionnel du cheval quand même. Donc, si tu veux, il y avait une nécessité de métier, de vie aussi. C'est pas, toi. Donc, après, c'est difficile de dire à quelqu'un qui, si jamais c'est son loisir, de mettre un enjeu qui peut être grave quand même. Tu vois. Mais je pense qu'effectivement, ce que tu disais sur le fait du lâcher prise est super intéressant. Que je pense, même à ce niveau-là, la décision de remonter ou de ne pas remonter, si effectivement c'est entre guillemets juste une passion, et qu'on peut très bien dire bah moi j'ai plus envie de prendre ce risque-là, elle est dans le lâcher-prise et pas dans toutes les pensées qui vont passer dans notre tête. Et ça rejoint ce que tu disais sur la méditation et tout ça, qui permet justement à ce moment-là que les décisions et les actions qu'on va faire viennent d'un niveau plus profond que juste avec le mental qui tourne en rond. C'est ça. Dans le stress, c'est exactement ça. Est-ce que c'est une attirance, tu comprends, quasi viscérale, épidermique, cellulaire presque, tu vois. Voilà. En tout cas, le conseil que je peux lui donner, c'est ça, c'est eh bien, qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que la douleur le remporte et donc tu écoutes ton corps et donc tu ne fais pas ça parce que tu vas avoir plus de souffrance et plus de négatif que de positif, mais au moins tu auras été au bout, tu auras essayé. Ou alors tu es assez sage et te dire, tu le sais à l'avance, tu devines, et au lieu de te mettre devant une frustration, bah, tu as réfléchi et tu ne tentes pas, ou au contraire, tu vas trouver des solutions parce que ton envie est tellement forte, ta volonté est forte, mais en même temps elle doit être respectueuse des signaux de ton corps, etc. Et faire alors à la mesure, et faire mais en faisant attention quand même à pas aller trop loin et pas reprendre des risques inconsidérés. N'oublions jamais que les chevaux sont potentiellement dangereux. Faut jamais l'oublier. On a tendance un peu trop à ne serait-ce que par leur comportement et l'échelle, tout simplement, même sans mauvaise intention. Un cheval peut te renverser, peut te traverser, peut te pied. Enfin, voilà, tout est possible et à n'importe qui, à n'importe quel moment. Hein. Et on connaît assez de professionnels, j'en fais partie, et d'autres qui ont eu des accidents, alors qu'a priori on a tous les codes. Tout à fait.
Alors, Charlie sur Facebook demande comment est-ce que tu es passé au-dessus de la colère, de l'injustice, de l'accident? Alors, c'est une bonne question parce que la colère, les gens qui me connaissent bien, ça peut faire rire tout le monde. Je crois que ça a été un de mes moteurs depuis une enfance. Bon, il faut d'abord savoir que, comme j'ai été orphelin, tôt, j'ai eu ce sentiment d'injustice, donc j'étais assez en colère, hein, très vite. Hein. Ouais. C'est comme le film là, Un homme en colère, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait toujours marrer quand je vois le visage de Lino Ventura ou Bernard Blier qui ont toujours l'air gonflés quand on les voit, parce que j'étais vraiment comme ça. Tu vois, j'avais toujours l'air, tout me gonflait. Mais en même temps, ce truc, tu vois, ça a été. On parlait des moteurs. Oui, ben oui, tout à l'heure. Parce que cette colère, j'ai une sœur qui m'a toujours dit, ma grande sœur, qui m'a toujours dit, attention, cette colère, elle n'est pas forcément que négative. Ouais. Hein, parce que alors là, on est dans le magma volcanique. Là, je vais te dire, ça envoie. Hein. Ouais. Et donc, cette colère m'a aidé longtemps. Mais j'ai su aussi la canaliser. Je la laissais aussi très souvent exploser, parce qu'il faut savoir la laisser sortir aussi. Ouais, hein. Ouais. Mais voilà, moi j'avais tendance vraiment à avoir un fichu caractère, et encore aujourd'hui je suis râleur, hein, mais ça sort. Je vais vivre vieux, il paraît. Voilà. Mais par contre, avant j'étais dans une colère au premier degré. Après j'ai appris à être en colère dans un autre degré, presque comme au théâtre. Ouais. Et puis maintenant, maintenant la colère, je crois que j'en ai vraiment plus. Ouais, voilà. Ouais. Donc voilà. Mais c'est une bonne énergie, à condition de la dompter. Ouais. Là, c'est un peu notre fauve, notre lion, là, qui peut faire des ravages. Hein, parce que si tu lâches ça en liberté, que tu blesses des gens, tu fais des horreurs, hein, tu te blesses. Ouais. Parce que la première personne qui est victime de sa biochimie dans la colère, c'est d'abord l'individu qui se met en colère lui-même, parce que ça a des impacts importants. Mais voilà, donc alors je l'ai dépassé, encore une fois de plus, en m'apaisant par les moments de méditation. Les chevaux m'ont apporté beaucoup de continuum dans l'état de réceptivité, de partage, d'attitude vraiment basée sur l'observation, le relâchement, la conscience, etc. Voilà, donc c'est toujours, en fait, c'est une philosophie de vie sur le fond. Ouais. Ma philosophie de vie, elle correspond. J'ai beaucoup aimé d'étudier tous ces siècles, tous ces livres autour de l'équitation, parce que c'est quelque chose qui était aussi une de mes grandes occupations à une époque. Et dans le monde entier, il y a eu des grands maîtres qui ont toujours prôné. C'est des paroles de sagesse, les paroles d'écuyer, les vraies, tu vois, à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a un parallélisme redoutable, justement, avec une forme de sagesse orientale, etc. Sur, tu vois, parce que c'est, voilà, les orientaux ont comme expression qu'il faut chevaucher nos pensées. Tu vois, on a fait le lien. Tout à fait. Je voulais savoir quelle était la suite pour toi. C'est quoi les rêves et les objectifs que tu as envie de réaliser maintenant? Écoute, je pense que la participation à ton projet fait partie, voilà, de ce qui est important pour moi maintenant, c'est-à-dire une qualité de transmission. Yeah. Ça, c'est sûr. Je pense que voilà, c'est plus intéressant, comme je te disais l'autre jour, maintenant, que je transmette plus que moi je ne monte. Et pour vraiment aller au bout de ma pensée, le projet que je souhaiterais vraiment réaliser, ce serait recommencer un film autour de cette valeur qu'il y a autour des chevaux, mais en écrivant du point de vue de mon épouse. La place d'Agnès, qui, elle, est cavalière depuis toujours, hein, et comment... voilà, et d'un angle féminin et de l'angle en plus de la femme du type, et moi je serais derrière du coup. Mais par contre, ce serait, parce que c'est ce qui s'est passé entre nous, il y a un moment donné, elle s'est mise à fond avec moi, et donc il y a eu une transmission vers elle aussi, tu vois. Et à travers ça, il y a eu parce que nous, on l'a fait de manière assez harmonieuse. Ouais. On ne s'est pas tapé dessus ni engueulé, on n'était pas dans la compète, on était vraiment dans les trucs. Et finalement, on a passé notre vie, moi, à lui échanger des choses sur le plan équestre, elle, ce dont je te parle, une école de vie. Et donc, de ce point de vue-là,
avec cette décision de cette femme qui a vécu la vie qu'elle a voulu, elle a eu les enfants qu'elle a voulu, elle a eu la vie qu'elle a voulu, etc., etc. Ouais. Et donc c'est une femme très moderne puisqu'elle a à la fois réalisé sa vie de femme, sa vie de mère, et puis sa vie de cavalière, même si elle n'a aucune prétention. Agnès n'a aucune prétention par rapport au milieu professionnel, mais ce qu'elle fait au quotidien mérite, si tu veux, son pesant d'or. Il n'y a qu'à demander aux chevaux, ils te parleront d'Agnès. Ouais, complètement. Ok, ma dernière question. Quelle est ta mission sur Terre ? Pourquoi tu penses que tu étais fait et quel message tu veux faire passer ? Alors je pense que j'ai vraiment été dans mon rôle. C'est-à-dire que voilà, je crois que j'ai compris la mission. Voilà, on m'a dit, toi mon gars, t'es fait pour être avec les chevaux, t'es fait pour parler d'eux, t'es fait pour les défendre, et t'es fait donc pour réunir les gens et les chevaux. Voilà, parce que je crois que vraiment ma vie se résume autour de ça, une fois de plus. Donc voilà, ma mission, je pense, ça a été ça. Alors après, grâce à cela, alors modestement, d'essayer d'aider les gens à modifier leur niveau de conscience. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, voilà. Mais si ça se trouve, je suis là strictement pour rien. Hein. Mais alors, s'il fallait trouver... Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe, tu vois. Donc voilà, moi, je suis là pour ça. Je suis là pour aider les gens à réussir dans leur relation avec leur animal, que ce soit la petite dame avec son camarguais, la jeune fille avec son cheval de Grand Prix, tu vois, la petite blessée ou handicapée, etc. Parce que j'ai eu des histoires incroyables, mais magnifiques, où, voilà, vraiment, mais presque miraculeuses parfois avec des gens, tu vois. Donc j'ai des gens qui sont sortis de chez moi, qui se sont mariés déjà, tu vois. J'ai une jeune fille qui a beaucoup de mal à marcher, IMC, que j'ai réussi à faire marcher sans rien. Mais on s'occupait d'autre chose, on s'occupait des chevaux, on s'occupait de l'équitation, on s'occupait pas à la fin. Mais le travail a fait qu'elle a réussi à tenir debout et même à marcher, tu vois. Donc j'ai une élève aussi qui est quasi dans le noir, elle a complètement perdu la vue au fur et à mesure. On fait un travail incroyable sur la création de l'espace intérieur, que ce soit le travail en longe ou le travail monté, avec... faut être discret finalement. Faut être là dans un espèce de témoin discret. T'essayes d'avancer des choses. Bernard, un tout grand merci. Merci beaucoup. Ouais, je te remercie et je remercie tous ceux qui prendront le temps de nous regarder, de nous écouter. Voilà, j'espère que cette interview vous aura apporté autant qu'à moi. Avant de vous quitter, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est que si cet épisode vous a plu ou qu'il vous a touché, vous laissiez en commentaire à cette vidéo ce qui vous a marqué, que ce soit une phrase, une idée ou une réflexion que vous allez retenir. Évidemment, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ça va me permettre de savoir ce qui est important pour vous et du coup de mieux préparer les prochaines interviews. Et la deuxième chose, c'est que vous partagez cette vidéo avec au moins une personne de votre entourage dont vous pensez qu'elle pourrait être intéressée par cet épisode. Soit parce que ça peut la toucher, ça peut l'aider, l'inspirer ou lui permettre de trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Et maintenant, je vous propose de regarder le générique jusqu'au bout parce que j'ai essayé qu'à chaque nouvel épisode, il y ait une surprise à l'intérieur pour vous, comme par exemple un bêtisier ou un beau morceau de musique que je voulais absolument vous faire découvrir. Et j'espère qu'ils vous aideront à prolonger encore un peu ce moment et à revenir progressivement dans l'instant présent. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du projet Évolution. Quitter mes rênes avant que l'on me dirige et me traîne. Ma monture aujourd'hui ne rentrera en scène que dans l'immensité de la montagne reine. Quelqu'un hier soir a ouvert le manège, celle, je crois, qui m'appela tonnerre. J'avais tant espéré qu'un jour on me libère, mais aujourd'hui je crois que c'est peut-être un piège.
Allons, le vent fera danser la crémière. Et dans les plaines, mon unique mystère sera celui, mes frères, d'unir ciel et terre, galopant des forêts jusqu'aux grandes rivières. Sait-on jamais comme il est bon de vivre, jusqu'au moment où l'on atteint la rive. Je peux voir les villes devenir des déserts, des routes et des empires balayer leurs frontières. Chercher l'univers. Sait-on jamais comme il est bon de vivre, jusqu'au moment où l'on atteint la rive. Alors que je pensais à ce monde de fous, je sentis tout à coup une corde à mon cou. On m'entraîna bien loin de l'horizon, là où s'érigent de nouvelles prisons. Mais mon cœur avait vu, c'est pourquoi j'étais née. Ne voulant plus servir, je me mis à unir